Vous regardez la télé-réalité, vous ? Bah non, c'est pour les débiles. Moi, je regarde, mais uniquement pour poser le cerveau. Et ouais, c'est un sujet qui divise, et pourtant ça dure depuis 20 ans, et tout le monde connaît. Et nous, on a voulu dépasser les préjugés et comprendre pourquoi ça fonctionne et ce que ça dit de notre société. Alors, on a créé On se retrouve à l'extérieur. Un podcast réalisé par nous, Angèle, Camille et Julie, qui décortique ce phénomène avec des témoignages inédits. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la télé-réalité influence notre société, et on doit en parler. Je ne peux plus le voir en teinture. On est quand même là pour faire du divertissement. Elle veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, l'infirmière, elle veut la ferme, elle veut tout. Allô, c'est le fraté, c'est le combat. Sans les candidates et candidats, les émissions de télé-réalité n'existeraient pas. Il nous a alors paru indispensable de les interroger pour mieux comprendre ce qui les a poussés à participer à ces programmes. Les témoignages respectifs de celles et ceux qui ont accepté de nous répondre nous ont permis de prendre du recul sur les avis souvent très tranchés et de mettre en avant le négatif comme le positif de ces expériences. Alors cette semaine, on va voyager dans le temps pour revenir au tout début de la télé-réalité avec Valérie Dotz, candidate à l'émission Koh-Lanta en 2003. Elle revient avec nous sur son aventure et les conséquences de la médiatisation. C'est parti pour un retour en arrière. Je m'appelle Valérie Dotz, j'ai 50 ans. J'ai postulé pour Koh-Lanta en 2002 et c'était pour participer à la saison donc 2003 qui s'est déroulée au Panama. Quand j'ai vu une pub passer sur TF1 et j'avais vu aussi juste la finale du Koh-Lanta 2. Donc, moi qui suis née en Afrique et qui ai vécu 20 ans, ça m'a fait rêver, c'est un peu l'appel de l'aventure. J'étais une jeune maman, je pense que je m'ennuyais. En fait, comment dire, il y a l'émotion qui revient. Ça me ramène 20 ans en arrière et j'étais déjà hôtesse de l'air en Seine-et-Marne, dans un petit village paumé. Et ça m'a fait repenser à mes années avec mon papa où je crapahutais en bivouac et tout. Et je me suis dit, oh là là, j'ai envie d'aventure. Je l'ai fait toute seule, j'en ai parlé à personne. Je crois qu'à l'époque, c'était le Minitel. Ça rajeunit pas. Et voilà, et du coup, ça m'a vraiment donné envie de postuler. Donc d'abord, j'avais reçu des questions. J'ai souvenir, il fallait que j'envoie un dossier écrit de façon manuscrite. Je me rappelle de quelques questions où on fallait faire comme une lettre de motivation, donc se présenter. Je me rappelle, j'avais fait quand même une lettre détaillée, recto verso. En plus de cette présentation, il fallait donner ses motivations. Il fallait aussi envoyer une photo de portrait et une photo en maillot de bain. Pour le déroulement du casting, d'abord, il y a donc cette lettre de motivation, tout ce dossier qu'on envoie par courrier. Ensuite, je crois, à l'époque, on était à peu près 25 000. Je sais que maintenant, ils reçoivent plus de 50 000 dossiers environ. Ça a peut-être encore plus évolué. Sur ces milliers de dossiers qu'ils reçoivent, donc il y a des casteurs, je pense, qui les lisent, qui les trient. Et là, à l'époque, ils en sélectionné 500. Donc les 500, on nous téléphone pendant 1 heure. Je suis restée avec quelqu'un au téléphone. Il nous pose plein de questions. À un moment, ils m'ont demandé chantez-moi une chanson. Alors même moi, je sais pas chanter. Et je me rappelle que j'ai une chanson fétiche, mais ridicule. C'était, et je l'aurais chantée jusqu'au bout. Et j'ai fait au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Enfin voilà, j'ai fait ça en chantant faux pendant au moins 10 minutes. Bref, je sais pas si ça l'a saoulé, mais voilà. Ensuite, là, il demande à qui on s'identifie dans le Koh-Lanta précédent. Donc moi, c'est vrai que je m'étais identifiée à Béatrice, qui avait à peu près le même âge que moi, mère de famille, sportive. On va dire que je rentrais un peu dans le même moule, quoi. Donc je pense que eux, ça doit les conforter
pour nous mettre dans des cases et les conforter. Si moi, je me ressens un peu comme elle, et ben si eux, ils m'ont casté pour ce genre de nana, mère de famille, sportive. Ensuite, sur ces 500, je crois qu'ils en gardent à peu près 200, 250. Et là, j'ai été convoquée à Paris. C'est dans des règles très strictes. Il faut qu'on arrive à la minute près, surtout pas pour croiser un autre candidat qui sort de on va dire, du lieu. Donc, c'était en plein Paris. On a l'impression d'être vraiment fliqué. Et là, on arrive dans une pièce, on est sur une table avec quelqu'un qui est dans notre dos. Et on a, on va dire, comme un questionnaire de personnalité. Et ça enchaîne et la personne, elle est là pour surveiller que vous réfléchissez pas. Ils vous demandent, parce que ça, je pense que c'est leur hantise, ils vous demandent si vous avez dans votre famille des gens qui sont du milieu de la télé. Parce que bon, après ça se comprend, ils veulent des gens frais, pas manipulés, mais des gens qui soient pas naïfs, c'est pas le mot. Mais je pense que à notre époque, on n'était pas pollué par les réseaux sociaux. Moi, j'en étais qu'au 3e Koh-Lanta. Donc, on était très novices. Mais ils voulaient déjà, à cette époque, s'assurer qu'on ne soit pas pollué par de la famille ou des amis qui soient dans le milieu de la télé. Ensuite, quand on a fini cette phase, on passe dans une autre pièce assez petite où il y a par terre un gros scotch en croix. On doit se mettre debout sur cette croix. Je crois qu'il y a un caméraman qui nous filme. Et j'ai souvenir qu'il y a une table avec 3 personnes. Donc, je crois qu'il y avait sûrement la directrice de casting, il y avait un psychologue et puis peut-être quelqu'un de la boîte de prod, je sais pas. Là, il vous astique. Il faut répondre hyper vite. C'est un peu un ping-pong entre l'un, l'autre. Il m'avait un petit peu astiqué sur mes relations avec mon papa. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. Peut-être qu'ils avaient ressenti cette éducation très dure que j'ai reçue de mon papa et ils essayent, je pense, de trouver les failles, de trouver les forces, les failles, les faiblesses du candidat, en fait. Là, je vous ai dit qu'on était dans les 250 et après, ils en gardent une 50aine. Et là, normalement, l'étape suivante, c'est dans une piscine. Ils veulent des gens qui savent pas nager, ils veulent des gens qui savent très bien nager. Mais moi, je n'ai pas fait cette étape. Peut-être qu'ils m'avaient déjà prise. Mais je sais même qu'il y en a, par exemple, Moussa, je crois que lui, il a été pris dans la rue, mais il n'a même pas passé les castings. Vous voyez, voilà. Il y a des gens qui sont chassés, on va dire, dans la rue, ou peut-être par connaissance. Ça, je ne peux pas l'affirmer. Donc, cette phase de casting où on est une 50aine et après, ils en prennent une 20aine, je ne l'ai pas faite. Voilà. Et je sais qu'après, j'ai été convoquée à Paris, toute seule, pour être en face du psy. C'était la phase finale, mais ça a duré 5 minutes. Je sais même plus les questions qu'il m'a posées. C'était soi-disant un psychologue, comme dans un cabinet. Je crois que c'était un cabinet. Tout ce que je vous dis, c'était septembre-octobre. Et j'ai appris que j'étais prise par un coup de téléphone vers le 26 décembre. J'ai appris que j'ai été prise et que je partais 1 mois après. Donc pour moi, avec Air France, ça a été très, très difficile parce que quand on veut des disponibilités, il faut s'y prendre minimum 2 mois à l'avance. Donc tout de suite, quand je suis rentrée de vol, je suis allée voir la RH et qui m'a dit « Mais il y en a marre, vous êtes la 2e, parce que je dépendais du secteur Afrique, vous êtes la 2e de l'Afrique à me parler de Koh-Lanta, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir faire Koh-Lanta ?» Donc la RH me crie un peu dessus et il me dit « Mais ouais, mais quelle idée de faire Koh-Lanta ?» Et je dis « Vous savez, mon père pense la même chose que vous. » D'ailleurs, mon père s'est fâché avec moi pendant 6 mois quand il a su que j'ai été pris à Koh-Lanta. Mais j'ai dit, écoutez, mon père, il est comme vous, il trouve cette émission débile, mais c'est ni vous ni mon père qui va partir sur une île perdue, c'est moi. Et je lui dis, pour moi, c'est une opportunité. En plus, je suis en attente de passer chef de cabine. Je dis, ça va faire 2 ans que j'attends, donc moi, ça me redonne un petit peu de peps dans ma vie. Enfin bon, bref, je suis arrivée à mes fins. Et ensuite, ils vous appellent pour tout de suite programmer votre portrait.
Donc, je crois qu'ils sont venus à 2, un caméraman et un journaliste. Peut-être moins d'une journée. Donc, on avait réussi à faire mon portrait dans l'aérogare au terminal 2 ou 2F, je sais pas. Ensuite, on avait fait un plan comme si je rentrais de vol et que j'allais récupérer mon fils chez la nounou. Une séquence quand j'allais faire un footing dans la forêt. On a fait une séquence aussi au club de cheval. Puis dans ma salle de bain quand je me démaquille après un vol, un truc comme ça. Voilà. De toute façon, c'était ma vie, c'était la réalité. Après, je dois me présenter à la boîte de prod avec les vêtements que je suis censée emmener sur l'île. Et c'est eux qui valident l'unique t-shirt qu'on emmène, l'unique pantalon, l'unique maillot. En fait, on amène très très peu de choses. Et ensuite, vous avez les instructions pour vous présenter tel jour à Charles de Gaulle, mais vous connaissez pas votre destination. Et là, je me rappelle que mon ex-mari, c'est toujours un petit peu l'inquiétude. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Je me rappelle, je l'avais appelé dans une cabine téléphonique, mais on a l'impression d'être surveillé par la police. On ne sait pas où on va. Je crois que je l'ai appris au dernier moment. Et du coup, c'est une fois qu'on est arrivé à Panama que là, on s'est tous regroupés. On a été à l'hôtel à Panama et là, on n'avait pas le droit de communiquer entre nous. Il nous a amené un plateau repas comme si on était en prison. On n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de communiquer avec les autres candidats. Je me rappelle d'une candidate hyper rebelle qui était à sa fenêtre qui disait « Alors, mais comment vous vous appelez ? Et vous êtes qui ? J'en ai marre !» Ça, c'était assez rigolo, on voyait déjà un petit peu les caractères. Et là, le lendemain, la prod vient nous voir, nous rassemble toutes et nous montre une vidéo de comment faire le feu. Et là, on monte sur un espèce de... comme un chalutier de pêcheurs. Là, Denis Brognard nous souhaite la bienvenue. Il prend, je crois, les 2 plus anciens. Et les 2 plus anciens choisissent leur équipe. Là, on part en mer. On se regarde un peu tous du coin de l'œil. Et là, en bas, on voit un espèce de petit radeau. Il nous montre l'île des jaunes, il nous montre l'île des rouges. Et puis, on saute tous dans l'eau. Puis voilà, l'aventure commence comme ça. On va dire qu'au début, on a plein de choses à faire. Donc, on explore l'île, donc le temps passe vite. On a plein de choses à faire. Il faut essayer de trouver de la nourriture. Il faut trouver l'eau. Il faut trouver comment faire une cabane. On nous a imposé le lieu de la cabane. C'est ce qui m'a énormément énervée dans l'endroit le plus marécageux de l'île. À savoir que notre île, elle a été très hostile, elle était toute petite, mais c'était très boueux l'intérieur, c'était rempli d'araignées, de broussailles, il y avait quelques palmiers en bord de mer. C'était mais juste horrible, horrible, horrible. D'ailleurs, on a eu 6 rapatriés sanitaires parce que nous, à l'époque, ils nous avaient pas donné de l'eau comme ils font maintenant dans des cuves. Donc, je pense que, heureusement, parce que c'est hyper dangereux, en fait. Donc, ils nous avaient juste indiqué un puits. Donc, c'était un trou qui était creusé dans ces marécages. Donc, c'était de l'eau noire, de l'eau boueuse. Et ils nous avaient fourni un espèce de filtre. Mais le problème, c'est qu'au bout de 5 tractions, tout le filtre était rempli de boue, de cette terre noire. L'eau, elle sentait tellement l'égout que ça donnait pas envie de boire. Donc, il y a eu quand même... un rapatrié sanitaire avec une hépatite, donc un mec gaillard qui est tombé comme une mouche au bout de quelques jours. On a eu une nana qui a failli perdre un rein, donc elle a été rapatriée. Il y a eu une infection urinaire. Il y a eu quelqu'un que j'aimais beaucoup, Michel, qui était arrivé avec une petite plaie au pouce qui a gangréné, donc ils lui ont coupé quand même le bout du pouce. Donc tout ça, c'est pour vous dire que les conditions dans ces marécages étaient juste horribles. Sur notre île, il y a une équipe de tournage où il y a
un preneur de son, un caméraman et un journaliste, l'équipe de jour. Et ils essayent de filmer ce qu'ils voient, ce qu'on fait, si on est en train de faire la cabane. Et par moment, vous avez la journaliste qui vous met à part et qui essaye de vous poser des questions, de vous influencer, d'avoir votre ressenti sans que les autres entendent. Voilà, donc elle a peut-être des directives pour faire, pas un scénario, mais pour vous guider, pour vous faire dire des choses, pour vous manipuler, voilà, il faut le dire. Mais après, nous, on est maître quand même de dire on est libre de dire ce qu'on veut. Hein. Et puis, le soir, il y a une autre équipe de tournage qui est là. À savoir que je pense qu'à peu près au bout de 15 jours, ils n'ont plus rien à filmer la nuit quand on a la cabane, quand on a fait ceci, quand on a fait cela. Il nous est arrivé au bout du 15e jour à avoir plus personne, plus aucune équipe de tournage le soir avec nous. Même une fois, je me suis retrouvée qu'à 2 avec Isabelle sur notre île parce que il y avait Sébastien qui s'était fait piquer par une mygale qui était rentré au médical. Il y avait Moussa qui s'était pété une dent, donc qui était parti au Panama pour se faire soigner sa dent. Et il y avait Richard qui s'était fait aussi piquer et qui était parti à l'infirmerie. Donc on s'est retrouvés que toutes les deux, mais sans aucune personne. Parce qu'il fallait savoir que pour que l'équipe de tournage vienne de l'île principale qui est sur notre île, il fallait énormément de temps de bateau. C'est pour ça que quand on a appelé et qu'on a déclenché le téléphone satellite, quand Sébastien s'est fait piquer par une mygale et qu'on voyait qu'il était amorphe, il faut savoir quand même que on a appris après que sa pulsation cardiaque, elle était descendue très basse. Alors, on meurt pas d'une piqûre de mygale, mais on peut en faire une allergie, et ça avait été chaud d'ailleurs. Ouais, on avait eu très peur et l'équipe médicale est arrivée très tard sur l'île. Hein. Je dirais, on n'a pas la notion de l'heure, mais en plus il y avait de la tempête, donc le bateau avait du mal à accoster. Mais je dirais plus de 2 à 3 heures après notre appel, quoi. Donc c'est long quand même. Ça, je trouve que c'est pas normal. Voilà, et en général, on va avoir 3 jours où on s'embête sur l'île, enfin surtout après, une fois qu'on a fait la cabane, une fois qu'on a le feu, une fois qu'on a été chercher notre bois et qu'on sait qu'on n'a rien à manger sur cette île. Et ben on attend avec impatience les jeux et qu'ils viennent nous chercher. Et on va dire que le rythme, c'est à peu près tous les 3 jours. Voilà. Alors, il y a une caméra en permanence de jour. Après, c'est vrai que quand on est sur les tournages des jeux, c'est énorme. Hein. Il y a des caméras partout. Même d'un temps, je pense que c'est même pire. Je crois que maintenant, il y a à peu près 200 personnes autour, entre les aides, les locaux, caméramans. C'est comme un plateau de télé, mais enfin, grandeur nature. Mais sinon, moi, ça m'a pas gênée. On n'a pas l'impression qu'ils sont là. C'est pas l'intrusion. On se sent pas. Par rapport aux caméras, est-ce qu'on est naturel, est-ce qu'on l'est pas? Je pense que ça dépend de la personnalité de chaque candidat. Moi, je pense qu'à 80%, dans mon Koh-Lanta, les gens étaient naturels. Il y a un candidat qui ne l'était pas du tout pour moi, c'était Moussa. Il m'agaçait énormément. D'ailleurs, on a eu des tensions. Il a beaucoup changé après dans les autres Koh-Lanta, mais c'était son premier Koh-Lanta. J'ai découvert un Moussa qui osait pas faire pipi à 1 mètre de la cabane. Donc, dès qu'il y avait un rayon de soleil, ça puait la pisse. Donc, moi, ça m'énervait, je lui disais. Voilà, il allait chercher jamais de l'eau, il s'occupait jamais du feu. Donc, il nous énervait beaucoup dans notre équipe. Par contre, dès qu'il y avait les caméras, il allait faire des tractions sur les arbres pour montrer ses abdos et tout. Et nous, ça nous gonflait parce que, voilà, il n'était pas du tout naturel. Il surjouait. Après, ce qui m'a pas plu, c'est que on a pu faire le feu rapidement. Je sais plus si c'était je pense que c'était le lendemain de notre arrivée parce qu'on est arrivé tard sur l'île. En fin d'après-midi, quand il faisait bien chaud et il s'était arrêté de pleuvoir et que cette paille de coco était bien chaude, on s'est dit, allez, on va faire du feu. Et là, on a commencé à faire des étincelles et on a fait le feu.
Et je pense que c'était beaucoup trop tôt dans le jeu. Et là, la journaliste, elle a dit « Non, c'est pas possible, vous avez triché !» Parce qu'ils n'ont pas filmé en plus. Ils étaient tellement à 10 000 lieues de penser qu'on allait réussir le feu aussi vite, dans cet environnement très humide et tout. Je pense qu'ils n'avaient pas matière à faire le montage. Et là, elle a voulu éteindre le feu. 2 jours qu'on n'avait rien dans le ventre, sans dormir. Et moi, je l'avais marqué, je me rappelle dans mon profil, l'injustice, je pense que ça peut me donner envie de tuer, quoi. Et là, pour moi, c'était une injustice de nous enlever le feu alors qu'on l'avait fait sans tricher. Et à ce moment-là, j'allais la voir, mais je crois que je lui ai fait peur, parce que je crois que je l'ai même attrapée par le callback. Et je lui dis, toi, si tu m'éteins mon feu, enfin notre feu, mais t'es morte, quoi. Mais je crois qu'on devient un animal, hein. On devient vraiment un animal. Et là, je crois qu'elle a pris peur. Et le lendemain, ils nous ont changé de journaliste. Ils nous ont donné la journaliste de l'autre équipe, qui est adorable, Hortense, une femme extraordinaire. Et le lendemain, Denis Bronner est arrivé avec un seau d'eau et il nous a éteint notre feu. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je fous là ? Et pour un peu atténuer les tensions, il a dit « Mais vous inquiétez pas, le feu, ça se mérite et on va faire un jeu et la meilleure équipe qui aura le feu. » Mais moi, je me suis rendu compte que on n'avait rien à manger. On devient des monstres, on devient des animaux. Je vais vous donner une petite anecdote qui est rigolote. On avait gagné un piège à un jeu et tous les matins, on rêvait d'aller voir un rat à l'intérieur. Et moi qui suis Brigitte Bardot avec les animaux, j'en ai sauvé plein toute ma vie, ben là j'étais devenue l'opposé de Brigitte Bardot et tous les matins, je rêvais de zigouiller un rat pour pouvoir le manger. Et avec Sébastien, on a ouvert cette trappe, on a vu 2 petits yeux et on s'est battu pour le tuer. Et pourtant, il n'y avait pas les caméras, ça n'a pas été filmé. Donc, on ne l'a pas fait pour le show, on l'a fait pour nous, quoi. On l'a mis dans un sac en jute, il l'a tapé contre un tronc d'arbre, l'animal a été assommé. Moi, j'ai pris la machette, je lui ai écorché le cou. Mais quand j'y repense, je dis, mais quelle violence en moi, mais... Oh, je dirais quand même que la réalité, elle est peut-être... je pense que ça dépend des émissions, ça dépend, par exemple, de leurs problèmes médicaux. Ça doit dépendre aussi, si c'est toujours les jeunes qui vont gagner, ils sont bien obligés d'intervenir pour rendre les émissions plus attractives avec des rebondissements. Je dirais peut-être en moyenne 80% de réalité et 20% d'intervention de la prod. Mais peut-être que par moment, c'est peut-être que 60% de réalité. Vous voyez, ça dépend des émissions, ça dépend. Je pense que nous, ça a dû être très compliqué pour eux parce qu'avec 6 rapatriés sanitaires, c'est compliqué. Je sais qu'à un moment, nous, les jaunes, on a beaucoup gagné. Il fallait un petit peu faire gagner les rouges. Nous, on gagnait beaucoup. Les autres étaient en nombre inférieur. Ils ont fait venir la 2e remplaçante Delphine sur un jeu comme ça. Elle est arrivée de Paris, je pense, en catastrophe. Elle n'avait même pas fait une nuit dans l'équipe des rouges. On a fait un jeu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il fallait qu'on perde. Parce que si les rouges gagnaient, Delphine, elle allait se faire éjecter. Elle n'avait même pas fait une nuit, elle ne la connaissait pas. Et pour les rouges, il était évident qu'une nana qui arrive au bout du 20e jour, elle n'est pas sa place dans Koh-Lanta. Donc, c'est très malin parce que... Mais moi qui étais dans le jeu, j'ai trouvé ça dégueulasse parce que c'était vraiment flagrant. C'était pas du tout équilibré, ce jeu. Ça se voit pas au montage, évidemment. Là, je vous donne un scoop, hein. Pour moi, il y a des jeux, par exemple, de parcours. On ne sait pas si l'autre il a un parcours plus long que l'autre ou plus difficile que l'autre. Quand vous devez manger vert, un truc comme ça, il n'y a pas de trucage possible. Mais quand il faut faire gagner une équipe par rapport à une autre, c'est facile. Au fond d'un bateau, vous pouvez mettre 4 pierres pour une équipe et 12 pierres pour l'autre. Mais c'est pas pour ça que je regrette d'avoir fait Koh-Lanta. Au contraire, ça a apporté beaucoup de choses dans ma vie.
Mais après, la chose que je regrette, c'est que j'ai énormément fait de choses un peu qui méritaient d'être filmées. Ça n'a jamais été... Je pense qu'ils ont voulu aussi montrer un peu l'image de l'hôtesse de l'air et ils n'arrivaient pas parce que je me revois un peu dans Koh-Lanta ou dans les photos où j'ai les jambes un peu écartées. Moi, j'avais les cheveux longs, donc un peu comme si j'avais des locks. Un peu homme de Cro-Magnon, quoi. Et je pense qu'il m'avait peut-être casté plus comme l'hôtesse de l'air et c'est pas du tout l'image que j'avais. Et j'ai énormément fait des brosses à dents pour tout le monde parce qu'avec la petite machette, j'ai choisi mes petits bouts de bois. Et puis, du coup, ça permettait de se nettoyer les dents. Mais on n'a jamais vraiment les dents sales à Koh-Lanta, en tout cas sur notre Koh-Lanta, parce qu'on n'avait rien à manger, à part de la noix de coco. Tout le monde, et on me demandait, Valérie, tu peux me faire une nouvelle brosse à dents? Et du coup, ça n'a jamais été montré. Parfois, ils privilégient un peu trop les conflits et c'est un petit peu ce que je reproche. Mais on va dire que mon image, c'était la mienne. Hein. C'était pas faussé. C'était pas faussé par la prod, non. Moi, je faisais partie donc des derniers, hein, les 6 finalistes avec les 2 gagnantes. On prend tous l'avion. On arrive parce que les autres, ils rentrent au bout de 2-3 jours. Hein. Ceux qui ne sont pas à la réunification, ils rentrent rapidement en France. Et nous, on rentre tous et on est récupérés à Paris. On nous amène à la grande tour de TF1. Et là, on re-signe des contrats, je crois. Et ils nous expliquent bien fermement qu'on est sous clause de confidentialité et que on va être d'abord rémunéré, je sais pas, 23 jours par jour. Je sais plus, c'est 23, hein, mais c'est le tarif lambda de tout le monde là, même des journalistes, de jours d'absence. Donc moi, c'était 45 jours fois 23. Enfin voilà. Donc on touche tout de suite ce chèque. Par contre, le montant pour la clause de confidentialité sera remise après le direct de TF1. Donc nous, on est rentrés, je crois, le 7 mars. Et la deuxième partie, on la touche si on reste sage et silencieux jusqu'en septembre. En septembre était la finale en direct sur TF1. Et donc, on touche la deuxième partie à ce moment-là. Et c'est vrai que nous, on savait qui étaient les gagnants. Donc, on peut très bien le dire. Entre mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, on peut parler, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc, on a cette clause de confidentialité. Et puis, on a l'impression d'être tellement des pantins qu'on exécute tout ce que dit la prod. Et surtout, les gens qui ont envie d'être pris. Moi, j'ai toujours eu un discours très ouvert. J'ai toujours dit ce que j'avais vécu, hein, en positif, en négatif, parce que j'ai jamais voulu refaire un deuxième Koh-Lanta. Je me sens assez épanouie dans tous les raids, les rallyes que je fais. Et je conseille à tout le monde de s'inscrire et de le faire. Moi, ça m'a apporté tellement de confiance en moi que je dis foncez, foncez, foncez. Ce que Koh-Lanta apporte à la société, je pense que tout le monde peut s'identifier dans chaque candidat de Koh-Lanta. C'est une émission, les images déjà font rêver, on est à l'autre bout du monde, là c'était la Polynésie dernièrement, peu de gens peuvent se permettre de se payer un voyage en Polynésie. Les images sont juste splendides, donc déjà ne serait-ce que visuellement, ça apporte du plaisir, ça apporte du rêve, tout le monde adore voyager, hein, donc ça je trouve que c'est un moment de divertissement top. La survie, le côté aventure, tout le monde rêve d'aventure, je vois moi qui fais beaucoup de raids à l'autre bout du monde, c'est toujours plein. Je participe à des raids, je suis bénévole sur des treks au Maroc. C'est plein partout. Voilà, ça apporte de l'évasion à la société. Et puis après, il peut y avoir aussi le côté voyeurisme. Il y a certaines personnes qui aiment les conflits, qui aiment de voir des gens en difficulté. Peuvent se dire moi je
c'est Madame Landa, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et pourtant elle résiste dans Koh-Lanta, elle est plus forte que les hommes et puis on va tous se mettre derrière elle pour l'encourager. Voilà, ça peut créer des passions, ça peut créer plein de choses. Et c'est quand même dingue que 20 ans après, Koh-Lanta ait autant de fidèles. Je pense que le Koh-Lanta de 2001 ou de 2003, c'est plus le même Koh-Lanta aujourd'hui. Et puis il y a peut-être des personnes qui suivent cette émission ne sont peut-être plus les mêmes d'il y a 20 ans. Mais en tout cas, moi, ça m'a apporté de la confiance. Et puis surtout de se rendre compte que le corps humain est vraiment, vraiment une machine de guerre. Alors ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, ça m'a beaucoup apporté dans beaucoup de domaines, dans les relations avec mes parents, dans les relations avec mon mari, dans les relations avec mon travail. C'est énorme dans une vie. On va dire qu'il y a 80% de positif dans cette aventure et 20 de difficile à digérer. Mais voilà, ça vaut tellement le coup. C'est génial, quoi. Moi, je suis allée chercher mon intérieur, quoi. Vraiment la force que j'avais en moi. Et moi, j'ai trouvé que dans Koh-Lanta, je me suis retrouvée intérieurement et c'est énorme, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Et je dis merci à cette prod qu'on peut critiquer, mais merci à cette prod, quoi. Voilà. Pour nous trois, recueillir ce témoignage de Valérie si détaillé, c'était comme vivre l'aventure nous aussi. Et comprendre enfin ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne nous dit pas, ce qui est volontairement mis de côté dans la narration. C'est raconter l'histoire autrement. On l'avait tellement imaginé, nous, simples spectatrices devant notre écran. En fait, ces questions, on se les est posées nous aussi. Croire ou ne pas croire ce qu'on nous raconte? Est-ce que tout ce mode de fonctionnement est bien éthique vis-à-vis des candidates et candidats, mais aussi des spectateurs? Le récit de Valérie nous conforte dans notre enquête. Tout n'est pas noir ou blanc, comme souvent le monde de la télé-réalité nous le laisse croire. En fait, la télé-réalité, c'est un peu comme une fiction écrite à l'envers. Il n'y a pas de comédien préparé à jouer un rôle, il n'y a pas de script à proprement parler, pas de scène prévue. Mais en fait, comme dans une fiction, il y a bien une équipe de production, un budget déterminé, des techniciens sollicités, un format défini, avec l'objectif de générer des audiences. Et donc, il doit y avoir des rebondissements. Et pour ça, tout est organisé pour qu'il se passe des choses grâce au casting et aux mises en situation lors du tournage. Les candidates et candidats sont donc au service de la narration. Et pour cela, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont manipulés ? On vous laisse en juger. Mais en tout cas, au début de la télé-réalité, ils ne savaient certainement pas dans quoi ils mettaient les pieds. Malgré ce débat, l'expérience présente aussi des bons côtés pour Valérie, puisqu'elle lui a permis l'évasion, le voyage, la découverte. Donc, on continue notre enquête. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau témoignage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et abonnez-vous pour ne rien rater.